Bonjour, bienvenue à cette capsule santé psychologique. Aujourd'hui, on va parler du trouble d'accumulation compulsive, ce que l'on appelle le TAC. Mon nom est Louis Cournoyer, je suis professeur-chercheur à l'Université du Québec à Montréal, ainsi que conseiller d'orientation, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Aujourd'hui, mon invitée, elle se nomme Anne-Julie Roy. Donc, je vais l'inviter à se présenter par rapport au sujet dont il sera question aujourd'hui. Anne-Julie. Bonjour Louis, bonjour tout le monde. Donc oui, je suis Anne-Julie Roy. Moi, je suis directrice des services externes à la Maison Grise de Montréal. Pour vous mettre un petit peu en contexte sur ce que c'est que la Maison Grise. Et à la base, c'est une maison d'hébergement pour femmes violentées. Donc, on travaille avec toutes les formes de violence, mais on travaille aussi avec les conséquences de ces violences-là et toutes les violences que les femmes ont vécues. Et les conséquences des violences vécues souvent vont tourner alentour de problématiques liées à la santé mentale, des troubles relationnels, tout ça. Donc, on fait de l'hébergement, on offre toutes sortes de services bien, bien particuliers là, pour aider, accompagner et soutenir là, ces femmes-là dans leur processus de réinsertion sociale ou dans la prise de pouvoir sur leur vie aussi. Et donc, moi, ça va faire en fait 25 ans, là, très bientôt, que je suis à la Maison Grise. Je suis arrivée là comme stagiaire. J'ai fait une technique en travail social et j'ai fait mon stage à la Maison Grise. Après ça, j'ai été embauchée à titre d'intervenante psychosociale. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur le terrain, directement avec la clientèle. Et j'ai poursuivi mon parcours à travers la Maison Grise comme intervenante. J'ai eu beaucoup d'autres responsabilités, tout ça. Et on m'a mandaté vers 2010 à peu près, on m'avait mandaté pour développer tous les services à l'externe. Donc, vraiment tous les services offerts aux femmes de la communauté. À travers tous ces services-là, ben, on a développé avec l'expérience là, des services sur le trouble d'accumulation compulsive parce Mhm. qu'on voyait que c'était une problématique qui était vécue par notre clientèle et pour lesquelles il y avait très, très peu de services. Même encore aujourd'hui, le TAC, c'est une problématique qui est encore peu desservie par les services du réseau de la santé, mais aussi dans le milieu communautaire. Donc, voilà, donc on a développé des services très particuliers pour eux, pour elles en fait, parce qu'on travaille seulement qu'avec les femmes. Et voilà, donc, et à un moment donné, quand on s'est mis à développer ces services-là, beaucoup d'intervenants nous appelaient pour savoir comment faire et pour recevoir un peu de coaching sur le travail avec le TAC. Donc, on a développé une formation clinique pour les intervenants et donc je suis aussi formatrice sur le trouble d'accumulation compulsive là, depuis presque 10 ans maintenant. Excellent. Merci beaucoup pour la présentation, Anne-Julie. Euh, Tu parlais du TAC, donc je pense que la question de départ, là, la plus générale avec laquelle il faut commencer, c'est la suivante, c'est qu'est-ce que le trouble d'accumulation compulsive? Oui, ben oui, c'est important de commencer avec cette question-là parce que c'est une problématique qui est, comme je vous disais, peu connue, peu dépistée et très peu diagnostiquée encore aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un réel trouble de santé mentale. Il fait partie du DSM-5, là, la grande bible là, des psychiatres dans lesquels on retrouve tous les diagnostics en santé mentale. Et il est dans la grande famille des troubles obsessionnels compulsifs. Donc, dans la même famille que les TOC, la dysmorphophobie, qui est une autre problématique liée au doute obsessionnel. Vraiment, ça va se manifester par un besoin euh, qui est perçu. Ok? Les gens vont percevoir ce besoin-là très, très fort de garder les objets. Garder les objets aussi, des fois, des informations, des photos, des informations numériques, là, de plus en plus, des courriels, par exemple. Mais ils vont avoir vraiment, ils vont avoir le ressenti là, que c'est extrêmement important de tout garder, malgré la valeur de l'objet. Donc, des fois, ça peut être des objets qui ont une grande, grande valeur, mais des fois, ça peut être des objets qui en ont aucune aussi. Aucune pour le commun des mortels, je vous dirais. Mais pour eux,
tous les objets peuvent avoir une certaine valeur. Des fois, ils ont des valeurs émotionnelles, des sentimentales, des valeurs esthétiques, toutes sortes de raisons pour lesquelles ils vont les garder. Mais la valeur monétaire, souvent, ça peut être présent, mais c'est pas majoritaire. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que les gens vont justement, parce que c'est difficile pour moi de me départir de mes objets, je vais tout conserver. Et ce que ça va générer, en fait, c'est un environnement qui va être très, très, très encombré. Ah oui. Donc, ça va faire en sorte que les pièces de mon milieu de vie vont être des fois non fonctionnelles, peuvent aller jusqu'à être non fonctionnelles. C'est sûr qu'il y a des niveaux, là, des degrés d'encombrement d'objets, mais il va avoir vraiment des difficultés à fonctionner au niveau du milieu de vie, mais aussi ça va avoir un impact au niveau social, professionnel, et personnel également. Ça crée vraiment aussi une souffrance significative, le fait de ne pas être capable de se départir de ces objets. Et ça fait partie, là, en fait, des critères, le diagnostic, justement, là, cette souffrance-là. Il faut que ça soit présent pour que la personne reçoive le diagnostic du TAC. Et quand ils vont recevoir ce diagnostic-là, la plupart du temps, ils vont justement, ils vont évaluer le degré. Est-ce que c'est sévère, modéré ou léger? Et aussi, ils vont évaluer le niveau d'introspection, la capacité d'insight ou d'autocritique, là, en français, de la personne, parce qu'on peut avoir un très, très bon niveau d'autocritique. Donc, je reconnais avoir une problématique et donc, je peux travailler dessus. Mais des fois, ça peut venir aussi avec un niveau d'autocritique qui est beaucoup plus faible jusqu'à absent. Ne pas Donc, se reconnaître de problème, c'est ça? exact. Exact. Et ben, en fait, ce que ça fait quand on est dans ce type de problématique-là, ben, c'est que là, ça devient plus difficile à travailler, c'est sûr, pour les intervenants, parce que justement, il n'y a pas de reconnaissance au niveau de la problématique. Euh, donc, voilà, il y a deux critères diagnostiques aussi qui sont très importants aussi, c'est que l'accumulation d'objets dans le milieu de vie ne doit pas être attribuable à une autre condition médicale. Ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, la personne a une problématique d'ordre physique, par exemple, la sclérose en plaques, pour elle, ça peut être difficile de se mobiliser, par exemple, ou de faire ces choses à l'intérieur parce que physiquement, j'ai une problématique. Et là, il y a de l'encombrement d'objets dans mon milieu de vie. Ben, ça ne sera pas parce que j'ai un TAC, mais ça va être dû à la problématique physique. Et il peut y avoir aussi des problématiques d'ordre psychologique qui peuvent amener à de l'encombrement d'objets. Et ça aussi, ça doit être exclu parce que, je vous donne un exemple d'une personne, par exemple, qui serait en dépression majeure depuis plusieurs années, médicamentée, mais pas toujours régulée. Bon, donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça peut générer une dépression comme celle-là? Ben, c'est que les objets vont rentrer, tout ça, puis il y a une désorganisation à l'intérieur du milieu de vie, donc ça peut créer un encombrement d'objets, mais en même temps, ce ne sera pas à cause d'un TAC, ce sera à cause de la dépression. Donc, il y a Ah, beaucoup d'autres bon. problématiques de santé mentale qui peuvent mener à de l'encombrement d'objets. Ça, c'est extrêmement important d'en être conscient parce qu'on ne va pas le travailler de la même façon. Et les objets ne sont pas là non plus pour les mêmes raisons quand c'est un TAC que, par exemple, quand c'est une dépression ou autre chose. Ça semble être très affectif, évidemment symbolique, là, le sens de l'objet, là, c'est ça qui est particulier. Je voulais savoir, Julie, comment ça apparaît, comment ça se développe, le TAC? En fait, ben, si je vous amène dans les causes du TAC, là, à la base, on dit qu'il y a beaucoup de génétique là, dans tout ça. Donc, 85% des gens qui ont un TAC auraient un parent de premier degré qui aurait un TAC aussi. Donc, il y a quelque chose au niveau génétique qui se transmet dans les apprentissages, mais aussi au niveau du lobe frontal, dans le cortex, Texte frontal?
C'est exact, là, merci beaucoup. Le cortex frontal, la partie où est-ce qu'on prend des décisions serait plus petite chez les gens qui ont un TAC que chez le commun des mortels. Donc, il y a cette génétique-là qui se transmet, donc ce qui fait en sorte que les gens, quand ils viennent pour prendre une décision par rapport à l'objet, c'est plus difficile. Mais aussi, il y a beaucoup dans l'apprentissage, c'est-à-dire que si mon parent m'a dit depuis mon tout jeune âge que je dois conserver les choses même s'ils sont brisés, même si, bon, pour toutes sortes de raisons, ben j'apprends aussi ce comportement-là. Donc, il y a ça aussi qui est transmis. Sinon, il y a beaucoup d'enjeux d'attachement aussi, beaucoup d'enjeux d'abandon. Mhm. Je vais vous donner un exemple d'une dame que j'ai côtoyée dans mes tout débuts qui me disait, tu sais, Anne-Julie, elle dit, moi, là, elle dit, je viens d'une famille très dysfonctionnelle et tout ça, et je me suis toujours sentie abandonnée par les gens qui devaient prendre soin de moi. Donc aujourd'hui, mes objets, c'est eux mes amis, c'est eux ma famille, puis elle dit, je les aime, mes objets, puis je sais qu'eux ne me laisseront pas tomber. Donc, on peut le voir, tantôt tu disais, Louis, que c'est quelque chose d'affectif et tout ça. Oui, c'est très affectif. Ils vont développer vraiment un attachement très particulier pour les objets et à quelque part, ils viennent un peu, euh, et on peut penser en fait qu'ils viennent remplacer des fois la chaleur humaine ou Mhm. le côté très relationnel qu'on pourrait développer avec un être humain, par exemple, ils vont le développer avec les objets. Ouais. Tout en se Et protégeant du risque de l'être humain aussi en même temps, parce que quand l'objet, on dit que l'objet, lui, ne me laissera pas tomber. Il y a une stratégie d'évitement relationnel là-dedans, là. oui, puis une forme de contrôle un peu dans la relation, justement. Tu sais, c'est moi qui va décider quand cette relation-là va se terminer. Donc, je ne vivrai pas d'abandon parce que j'ai le contrôle de cette relation-là. Donc, OK. oui, il y a quelque chose qui est là pour se protéger aussi, là. Et ils vont aussi, des fois, comparer leurs objets ou la quantité d'objets qu'ils ont dans leur milieu de vie à un bunker, quelque chose qui va les protéger un peu de l'extérieur. Des fois, ils vont avoir ce discours-là aussi. OK, c'est très intéressant. Justement, bon, on a parlé de c'est quoi, comment ça se développe. Là, je t'amènerai une deuxième question qui est celle de savoir comment se passe la vie de tous les jours d'une personne avec un TAC. Ben, on peut s'imaginer hein, que ce type de vie-là ou les conséquences d'une vie comme celle-là, si par exemple, euh, vous vivez dans un milieu qui est très, très encombré. Puis, tu sais, quand on parle de milieu très encombré, c'est vraiment c'est ça la vie d'une personne qui vit avec un TAC, c'est qu'il y a des objets qui vont des fois aller jusqu'au plafond. Mhm. Et des fois, la salle de bain va être complètement encombrée, la cuisine va être complètement encombrée. Je ne peux plus cuisiner, je ne peux plus des fois non plus me doucher parce que ma douche est complètement remplie d'objets. Donc, imaginez-vous vivre dans un quotidien comme celui-là, comment ça peut être complexe juste pour faire une brassée de lavage, par exemple, ou justement pour se faire une sandwich pour mon lunch pour aller travailler. Tout devient très, très complexe. Toutes nos petites tâches du quotidien à nous qui sont assez simples, ben, deviennent beaucoup plus complexes pour eux. Donc, il y a vraiment des difficultés au niveau de l'organisation. Au niveau, je vous dirais, plus personnel, c'est des gens des fois euh, qui vont beaucoup, beaucoup, on essaie de les encourager en fait à être bienveillants envers eux parce qu'ils ont tendance à être très pas autocritiques, mais qui vont se critiquer beaucoup. Ils vont être très négatifs envers eux. C'est des gens qui vont avoir tendance à être très perfectionnistes. Donc, tu sais, il faut tout que je fasse mes choses comme il faut, mais finalement, je fais tout croche, tu sais. Donc, je m'en veux beaucoup. OK. Je fais tout croche parce que mon quotidien ne me permet pas de faire les choses de façon simple. Beaucoup de Euh, ressentiment envers soi, là. exact. Exact. Donc, ça devient très difficile au niveau de l'estime de soi, au niveau de la confiance en soi. Souvent aussi, il y a des symptômes dépressifs qui vont venir associés au TAC à cause de ça, justement.
C'est difficile avec soi-même, c'est difficile dans le quotidien et c'est difficile aussi avec les autres personnes à l'extérieur, dans mes relations. Très souvent avec la famille, par exemple, ça peut devenir très difficile parce que les gens à l'extérieur ont beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi tu vis dans un milieu comme celui-là. Ben Pourquoi oui. c'est encombré comme ça chez vous? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas capable de sortir tes choses, puis de faire ton ménage, puis de t'organiser, tu sais? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jugement de la part des gens à l'extérieur, ce qui crée beaucoup, beaucoup de stigmatisation. Oui. Et ces personnes-là vont justement se juger eux-mêmes par rapport à ça, tu sais. Donc, vont se dire, ben, les gens ont raison de penser que je suis une personne paresseuse, tu sais, parce que je suis pas capable de sortir mes objets, tu sais. Ouais, Et puis les gens, ils doivent, excuse-moi, je t'ai coupé là-dessus, non, mais c'est ça, les gens, ils doivent d'un fois se dire, ben, je vais aller t'aider, là, on va nettoyer ça, et alors que c'est pas ça l'enjeu, là. puis c'est ce qu'on va proscrire le plus, c'est de faire justement des encombrements, là, des gros ménages, là. Je le mets en guillemets ménage parce que c'est pas, on peut pas dire on va faire du ménage. C'est pas du ménage. Faire du ménage, c'est laver sa vaisselle et organiser tes affaires, tu sais, dans ton quotidien. Mais quand on parle de TAC, l'objectif, c'est de faire du désencombrement. Il faut sortir des choses, faire des choix par rapport aux objets et tout ça. C'est ça qui va être à préconiser. Et de très petits pas, là, tu sais, c'est un objet à la fois. Donc, les gens qui vont proposer justement de l'aide comme ça, souvent, ils vont arriver avec le container devant la maison, les gros sacs à vidange, puis on vide. Mais vraiment, c'est des comportements à ne pas adopter parce que là, on vient créer des grands stressants chez les gens, Ouais. des traumas On même. doit alimenter encore plus le trauma, le schéma derrière ça. Absolument. On vient aggraver en fait la problématique parce que, euh, un peu comme le commun des mortels, qu'est-ce qu'on fait quand on est stressé? Qu'est-ce qu'on fait quand on va moins bien? Bien, on retombe un peu dans nos vieux patterns, dans nos vices, hein. Tu sais, si on a tendance à consommer de l'alcool dans notre quotidien, puis là, on est plus stressé, ça se peut qu'on en consomme plus. Donc, les gens qui ont un TAC, quand ils vivent des grands stressants, par exemple, comme ça, là, comme un grand, grand ménage, comme ça, c'est tout un stress pour eux parce que ils voient leurs objets partir. Donc, ça vient créer une grande détresse psychologique. Et quand je vis cette détresse-là et ces grands stresseurs-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont avoir tendance à accumuler encore plus. Donc, on vient aggraver la problématique à ce moment-là. Si on reste toujours dans comment ça se passe là, dans la vie de tous les jours, tu parles de la personne un peu avec son milieu autour d'elle, mais quand ça se passe au niveau de l'emploi, par exemple, ou de la vie plus sociale, fonctionnelle, là? Oui. Mais je vous dirais que c'est des gens qui, le TAC, en fait, ça n'empêche pas de travailler, ça n'empêche pas d'avoir des belles relations interpersonnelles à l'extérieur. C'est toujours quand même premier degré, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus de difficultés à développer des relations intimes, là. Donc, mais ils peuvent quand même avoir des belles relations avec les gens à l'extérieur. Donc, ça pourrait faire partie de nos collègues de travail, là. On a travaillé beaucoup, beaucoup, nous, à la Maison Grise, avec des femmes, des professionnels, des infirmières, même des travailleuses sociales, des gens qui ont des emplois comme tout le monde. Euh, c'est sûr que ça peut éventuellement avoir un impact, par exemple, parce que justement, si c'est difficile de m'organiser dans mon quotidien, par exemple, je rentre du travail, bon, mais je mets mes clés dans mon entrée, mais dans mon entrée, j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'objets qui sont là présents. Donc, mes clés, le lendemain matin, je peux les chercher parce que là, ils sont perdus à travers tous mes objets. Donc, ça peut faire en sorte que les gens vont avoir des retards. Ça peut créer beaucoup d'absentéisme aussi au Oui. travail parce que euh, des fois, quand le niveau d'encombrement est très élevé, comme je vous ai dit tantôt, ça peut faire en sorte il n'y aura plus d'espace dans la salle de bain, par exemple, pour se laver, se doucher et tout ça. Donc, l'hygiène, des fois, ça peut être quelque chose qui va être négligé
à ce niveau-là. Donc, pour le travail, c'est sûr que ça vient créer des impacts. Oui. Donc, il y a des impacts au niveau professionnel et au niveau des relations à l'extérieur. Mhm. Euh, Là, on a exposé jusqu'à présent, c'est quoi un TAC, c'est quoi, comment on compose dans la vie de tous les jours par rapport à ça. Maintenant, j'irai avec une troisième question, c'est quelles attitudes et quels comportements adopter avec une personne avec un TAC? Je sais que tu en as déjà parlé un petit peu, mais si on se centre là-dessus là, en termes d'éléments importants, là, qu'est-ce qui serait important de savoir? Oui, bien, premièrement, c'est sûr que, comme je vous ai dit, des fois, les gens de l'extérieur ont de la difficulté à comprendre comment ça se passe dans les pensées de la personne, pourquoi c'est difficile pour elle de sortir des choses et tout. Donc, la première chose, je vous dirais, qui est extrêmement importante, c'est d'aller chercher de l'information sur le TAC. De comprendre pourquoi la personne, c'est difficile pour elle de sortir les choses. Parce que il faut toujours se ramener au fait que ce n'est pas un trouble de comportement. C'est pas un style de vie que j'ai choisi à un moment donné de me dire, ben oui, moi j'ai envie de vivre dans un milieu encombré d'objets. Les gens ne font pas ce choix-là. Euh, donc, on est dans un réel problème de santé mentale. Euh, on doit justement comprendre ça, comprendre la souffrance aussi qui est en dessous de ça, comprendre la honte. Il y a énormément de honte chez ces personnes-là. Donc, quand on comprend mieux, quand on comprend cette honte-là, c'est beaucoup plus facile d'être dans le non-jugement avec les gens. Et c'est vraiment ça qui, euh, qui va faire en sorte qu'on va être capable de créer un lien de confiance avec eux. Et c'est, je vous dirais, la base de l'intervention ou de l'intervention pour les intervenants, mais aussi pour les membres de la famille. Ouais. C'est que si je veux aider mon proche ou si je veux aider la personne avec qui je travaille, cette personne doit avoir confiance, doit avoir confiance que je la jugerai pas. Elle doit avoir confiance que je ne serai pas là pour jeter les choses puis faire à sa place. Euh, donc, la création du lien de confiance, vraiment, première étape. Anne-Julie, je me trompe-tu ou j'ai l'impression que ce qu'il faut retenir dans ce que tu dis, c'est faut pas juger la personne sur ses comportements, mais plutôt être à l'écoute des besoins qui l'amènent, cette personne-là, à adopter ces comportements-là. Absolument. En fait, c'est de cette façon-là qu'on va créer le lien de confiance. Euh, on a tendance à arriver chez quelqu'un et à dire, ben là, tu as ben trop de pots de yogourt. Tu sais, c'est trop, 300 pots de yogourt. Je vous dis 300, c'est pas exagéré, là. Des fois, Ouais. il peut y en avoir plusieurs centaines. Donc, on a tendance à avoir ce discours-là. Euh, donc, oui, ce qui va être à privilégier, c'est ah, tu conserves beaucoup de pots de yogourt, tu sais, comment tu penses t'en resservir? Pourquoi c'est important pour toi de conserver ces pots de yogourt-là? Pourquoi c'est difficile pour toi de t'en départir? Tu sais? Qu'est-ce que ça signifie, ces objets-là? Mm. Ou comment tu te sens à travers tous ces objets-là, tu sais. Puis comment tu te sens quand tu es obligé de faire le choix entre deux objets? Tu sais, par exemple, là, oui, on se rend compte, par exemple, qu'il y a l'encombrement dans la salle de bain. C'est difficile pour toi de faire ton hygiène quotidienne et tout ça. Donc, on voudrait aider la personne à sortir des choses. Euh, puis à toutes les fois, si c'est difficile pour elle, pourquoi c'est difficile? Comment tu te sens quand tu vois les choses partir? Donc, d'essayer de comprendre au lieu de faire, de vouloir convaincre, en fait, la personne de sortir des choses puis de lui dire, mais là, t'en as ben trop, tu sais, d'essayer de la convaincre, ça, la personne si elle sent que vous êtes en train d'essayer de la convaincre, elle va essayer, à l'inverse, d'essayer de vous convaincre qu'elle en a besoin puis Ouais. qu'elle doit le garder. Donc, on joue un peu au ping-pong là, dans ce Il temps-là. faut se rappeler que aussi, si je reprends ce que tu as dit tantôt, c'est qu'on pose ces questions-là, mais faut garder en tête
que la personne peut vivre beaucoup de honte par rapport à ça. Donc, c'est pas nécessairement une, tu sais, c'est une discussion qui va être teintée, tu sais, qui se veut ouverte, mais qui va être teintée de résistance attendue là, de la personne, là, en raison de la honte qu'il y a derrière. Absolument, en raison de la honte et en raison aussi de la souffrance qui est présente. C'est que voir les objets partir, c'est extrêmement souffrant et ça me rend complètement mal à l'aise. Puis ils ont de la difficulté à comprendre ce qui se passe. Hein? Tu sais, s'il faut que je prenne une décision par rapport à moi, j'ai un crayon qui ne fonctionne plus, je veux m'en départir, mais je ne suis pas capable. Puis si je prends vraiment la décision, je suis forcée de le jeter, je me sens très, très mal. Puis des fois, c'est difficile pour eux de savoir qu'est-ce qui se passe là, puis de comprendre ça. Donc, c'est de les amener justement à mieux comprendre ça. Et nous, on va aussi les amener à le tolérer. Ce qu'on va faire en intervention, des fois, c'est que ce malaise-là, c'est vrai qu'il est là. Faut le normaliser, là. Il est là, c'est vrai que c'est difficile, mais il va finir par partir. Puis la prochaine fois, ça se peut qu'il soit encore présent, mais ça va peut-être durer moins longtemps. Et ça sera peut-être un peu moins intense parce que tu as revécu une première fois que ben, finalement, je m'en suis remis. Tu sais, il est parti, puis je suis correcte. Tu sais, j'ai survécu à ça. Oui, C'est un oui. peu comme ça qu'on va faire de l'intervention, c'est qu'on va y aller vraiment petites choses, euh, un objet à la fois, en fait, un petit pas à la fois, Ouais. pour la Dans faire le cas vivre. présent, c'est ça, c'est pas le petit pas, c'est un petit objet à la fois. Oui, ben des fois, ça peut être des très gros objets aussi, des fois, c'est des divans, hein. Des fois, ça peut être Et, des gros objets, mais en même temps, c'est ça, quand c'est des plus gros objets, ça fait des plus gros espaces, donc là, c'est encore, il y a beaucoup d'anxiété qui va être ouais. reliée à ça, là, parce que ça crée des espaces vides. Et ça, des fois, ça peut être un peu confrontant. Je t'amène dans une dernière question, une quatrième question en fait, Anne-Julie, puis on reprendra par la suite là, s'il y a des choses qu'on Mhm. n'a pas abordées puis que tu trouverais ça intéressant de ramener, on le fera à la fin. Euh, Celle-là, je vais prendre le temps de la lire parce qu'elle est assez longue, là, mais elle tourne autour du travail. Ouais. Donc, comment mobiliser à la fois l'insertion, l'intégration ou encore le retour sur le marché du travail d'une personne avec un TAC? Ouais, ben, c'est sûr que tout dépend, ça part du mandat de l'intervenant. OK? C'est sûr qu'on a tous des mandats qui sont différents. Euh, mais si, par exemple, je travaille en réinsertion à l'emploi et tout ça, et que j'ai dans mon bureau une personne qui vit avec un TAC, euh, comment l'aider? Ben, c'est sûr que, premièrement, si c'est relié au travail, il faut voir avec elle, c'est quoi l'impact de l'encombrement d'objets sur le travail. La plupart du temps, ça va être vraiment au niveau fonctionnel, c'est-à-dire justement, je perds mon agenda tous les jours, je perds mes clés, j'arrive en retard, je suis absent, tout ça. Donc, quel espace elle a besoin à l'intérieur de son milieu de vie pour l'aider juste à minimiser les impacts sur le travail? Parce que on n'est pas là, tu sais, si on travaille en réinsertion à l'emploi, par exemple, en employabilité, les intervenants ne seront pas là pour adresser la problématique de santé mentale nécessairement. Donc, on va être plutôt dans la réduction des méfaits. Donc, on va essayer de minimiser les impacts du TAC sur l'emploi. Donc, ça, d'amener la personne à se créer des petits objectifs sur c'est quoi les espaces dans ton milieu de vie, chez toi, dans ta maison, que tu as besoin de garder désencombrés pour que ça puisse avoir moins d'impact sur ton travail. Donc, donc, on va questionner la personne. C'est-tu au niveau de ton hygiène que tu as besoin de faire de l'espace dans ta salle de bain, par exemple, parce que c'est ça l'enjeu? Ou bien c'est dans l'entrée, par exemple. Est-ce que dans l'entrée, à toutes les fois, justement, je mets mon agenda, mes clés, mais je les perds tout le temps, toutes les Ouais. fois. Euh, tout ça. Donc, on va vraiment créer des très petits objectifs avec eux à toutes les semaines. Ben là, par exemple, on désencombre l'entrée. Dans l'entrée, à quoi ça ressemble? Tu sais, tu as des crochets pour mettre ton manteau, tes choses, tu as peut-être une petite table. Comment on va faire pour désencombrer ça?
Donc, vraiment, un petit objectif à toutes les semaines. On va leur donner des devoirs qu'ils doivent faire. Par exemple, si on voit la personne une fois par semaine, on lui donne un devoir à faire durant la semaine et la personne doit en faire à tous les jours. On Hmm. va vraiment préconiser le travail quotidien de désencombrement pour garder les gens mobilisés à travers le désencombrement. Donc, on va préconiser un 15 à 30 minutes par jour. S'ils en font trop, des fois, ça devient très, très intense. C'est le niveau d'anxiété que ça va générer, là, faire du désencombrement sur une longue période. Des fois, c'est trop, puis ça vient après ça les fatiguer, puis bon, c'est difficile. Donc, un 15 à 30 minutes par jour, je prends par exemple une pile de journaux, puis je décide de la feuilleter une fois. Je vais la porter directement dans mon recyclage. C'est terminé. Ça, j'ai Ouais. fait une tâche, puis après, il y a quelque chose qui est parti, c'est super. Premier objectif atteint. Et puis, je continue comme ça à travers la semaine pour pouvoir éventuellement avoir ma petite table dans mon entrée désencombrée pour pouvoir y déposer mes choses. Mais après ça, l'enjeu, c'est, il ne faut pas que cette table-là se réencombre parce que c'est un espace qui vient d'être libéré. Donc, Ouais, c'est une c'est belle ça. place pour mettre des nouveaux objets. Donc, comment tu vas faire? Ça va être quoi tes signaux qui vont faire que ça va allumer une petite cloche qui va dire ah, non, c'est en train de se réencombrer là. Non, non, non. Ça, il faut que je garde ça désencombré. C'est ça qui m'aide, là, tu sais, pour. Donc, ils vont se mettre toutes sortes de. Chaque personne est différente, là. Des fois, ils vont se mettre des post-it. Des fois, ils vont se coller des smileys, des places, justement, pour se faire des petits reminders. Et. Oui, Oui, une vas-y. petite question comme ça, parce que à quelques reprises, tu es revenu sur le fait que quand on libère un espace, ben, ça devient ça peut devenir préoccupant pour la personne. Oui. Euh, on symbolisait tantôt les choses, c'est-à-dire l'accumulation d'objets, ça symbolise une présence ou ça comble quelque chose. Mais quand que j'apprends, comme tu le proposes, à désencombrer, puis que je me retrouve à laisser un espace ouvert, dans le fond, je laisse un espace vide. Puis là, je reste dans le symbolique, là. C'est comme si ça doit être très confrontant parce qu'au point de vue psychologique, c'est comme si je m'ouvre à tolérer un certain vide à mon existence. Est-ce que je pousse ça trop loin Non, non, ou non, non? absolument pas, parce qu'ils vont le dire comme ça. Moi, tous les espaces vides, ça m'angoisse, fait que je les remplis. C'est Ouais. quoi? Beaucoup, beaucoup de gens qui vivent avec un tank vont avoir ce discours-là. Ils sont pas bien. Quand il y a un espace vide, il faut qu'ils le comblent. Donc, oui, il y a quelque chose à tolérer. Puis nous, on va faire beaucoup de visualisation avec eux avant. Avant de commencer le désencombrement, on va faire de la visualisation. On va leur demander de voir justement cet espace-là désencombré, puis de regarder ensemble qu'est-ce que ça génère, comment tu te sens, est-ce que tu te sens bien, tout ça. Puis on va aussi miser sur les avantages de cet espace-là. Ça va être quoi les avantages que ça va t'amener d'avoir ton entrée désencombrée, d'avoir cette petite table-là désencombrée? Ça va être quoi? Fait qu'on va faire vraiment la liste de tous les avantages. Et il y en a beaucoup des avantages et ils ont tendance à ne plus voir les avantages. Donc, il Hmm. faut, nous, comme intervenants, ramener ça parce que euh, il y a énormément d'inconvénients à l'encombrement. Et quand ça fait des années que tu vis dans un milieu encombré, les inconvénients, tu les vois moins. Donc, c'est à nous de ramener les inconvénients, de dire, ben, regarde, ça te met en retard, t'as de l'absentéisme, tu es sur le bord de perdre ton emploi. Et perdre ton emploi, mais pas juste ça aussi, ils sont beaucoup à risque d'éviction aussi, hein. Si le propriétaire rentre chez moi, mettons que je suis un locataire, il rentre chez nous parce que, justement, il ne veut pas moi pour n'importe quelle raison, ben, je me mets à risque d'éviction. Je me mets à risque d'avoir une plainte, donc à risque de perdre mon logement aussi. Donc, il y a des inconvénients qui sont très, très, très présents, des risques aussi pour les incendies et tout ça. Donc, ça, il faut le ramener et justement ramener l'avantage du fait que quand on a des milieux, des espaces désencombrés, ça a des avantages. Et ça minimise aussi les risques et tout. Là, justement, dans le même esprit que ça, parce qu'on parlait du travail juste avant, là, tu parlais de la peur qu'on découvre mon encombrement par le Mhm. locataire ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que les personnes qui vivent un TAC
On sait que ça se passe beaucoup à la maison, mais est-ce que ça se passe aussi au travail, cette accumulation-là? Est-ce que ça se passe dans l'environnement de travail ou à l'inverse, l'environnement de travail, c'est un peu comme une façade où ça laisse pas supposer que la personne, on peut pas le savoir que la personne a un TAC. Oui. Ben, en fait, ça dépend des gens. OK? Ça dépend aussi peut-être du niveau de sévérité du TAC. Mais tu sais, le TAC, en fait, l'encombrement d'objets, c'est un symptôme, c'est une conséquence Oui. d'un trouble de santé mentale. Donc, ça se passe dans les pensées des gens. C'est quelque chose qui, euh, c'est ça, ça se passe dans les pensées des gens. Et comme c'est Là, je ne veux pas trop rentrer dans la clinique, là, je m'en allais vous expliquer les doutes obsessionnels et tout ça. Je ne veux pas rentrer trop dans ça, mais en fait, c'est que comme ça se passe dans les pensées, face aux objets, tous les objets euh, peuvent faire partie de mon encombrement. Donc, les objets dans mon milieu de travail, les objets euh, à la maison, mais des objets aussi dans n'importe quel milieu. Donc, oui, il y en a qui vont accumuler jusque dans le milieu de travail. Nous, on a déjà désencombré la classe d'une femme avec qui on travaillait parce qu'elle était professeure et tous les objets qu'il y avait dans sa classe, c'était difficile pour elle de prendre des décisions par rapport à qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je garde pour l'année prochaine et tout ça. Donc, il y avait de l'encombrement dans son milieu de travail également. C'est sûr que ça va débuter dans le milieu de vie. Mais je voudrais que oui, ça peut aller ailleurs, des fois dans les voitures aussi. Euh, et il faut, parce qu'en fait, le travail qu'on va faire avec ces gens-là, c'est de déconstruire un peu les Ouais. idées obsessionnelles par rapport aux objets. Donc, les objets sont partout, là. Je me lance sur un élément, parce que juste pour être sûr que je comprenne bien, de la même façon que quelqu'un qui visionnerait la capsule pourrait se poser la question. Tu as dit tout à l'heure, les objets, c'est des symptômes. Donc, autrement dit, l'idée, c'est pas de savoir tant de savoir est-ce qu'une personne est quelqu'un qui est beaucoup en désordre, envahi d'objets ou ça, mais quand on est dans le tact, c'est qu'au départ, il y a une souffrance qui se transforme par un comportement d'accumulation d'objets. Donc, il y a la dimension trouble mental rattachée à ça, c'est que l'accumulation d'objets, c'est un moyen de gérer ou d'éviter une souffrance. Donc, faudrait pas dire, faut pas tomber dans le piège peut-être, puis ça, je teste mon hypothèse avec toi, faut pas tomber dans le piège de dire, ah, parce qu'une personne X a un bureau encombré ou des éléments encombrés que c'est potentiellement quelqu'un avec un tac, là. C'est vraiment la motivation derrière, quasiment inconsciente, là, qui est là, là. Exact. C'est vraiment les pensées obsessionnelles qui sont présentes, qui sont générées, qui vont faire en sorte que ça devient difficile justement de me départir des objets. Puis là, tu sais, on parle des objets, mais comme j'ai dit au départ, ça peut être aussi des informations numériques. Des fois, ça peut être des animaux. Ça peut être toutes sortes de choses aussi. Donc, Oui. l'encombrement d'objets, oui, c'est une conséquence d'un réel trouble de santé mentale qui qui est, qui part de l'enfance. Comme on a dit, tu sais, qu'il y avait une partie génétique aussi. Donc, non, c'est pas parce que quelqu'un encombre son bureau ou que c'est le bordel dans sa maison que nécessairement on est dans un TAC. Ouais, Par contre, si on est dans un TAC, c'est sûr qu'il y aura de un bordel. l'encombrement d'objets. C'est ça. Exact. Mais ça peut aussi, tu sais, puis au début, on disait, euh, on a parlé de qu'est-ce que c'est qu'un TAC, qu'est-ce que ce n'est pas un TAC aussi, puis c'est ça, tu sais, c'est que il y a d'autres problématiques aussi qui peuvent mener à de l'encombrement d'objets, des gens qui vont avoir des problématiques au niveau d'une dépendance, par exemple, dépendance à l'alcool ou drogue, vont avoir des comportements d'encombrement aussi, mais c'est plus un niveau de désorganisation qui va faire en sorte que là, il va y avoir des objets dans la maison. Ça peut être aussi, par exemple, la schizophrénie qui peut mener à de l'encombrement d'objets.
mais ça va être pour d'autres raisons. Donc, dans le TAC, on est vraiment dans des idées obsessionnelles. C'est que les gens, quand ils sont face à un objet, ils ont des doutes qu'on appelle des doutes obsessionnels. Et c'est que peu importe ce que mes sens vont me dire, peu importe ce que mon gros bon sens va me dire, euh, je vais douter que peut-être que je vais en avoir besoin, que peut-être que je ne prendrai pas la bonne décision si je m'en départis. Donc, même si je vois, par exemple, que j'ai 300 ou 400 pots de yoga déjà, je le vois, là, je vois que j'en ai 400, je le sais aussi. Mon gros bon sens me dit que j'en aurais pas de besoin de 401 pots de yoga, là. Mm, Tout me dit que je peux le mettre au recyclage, mais l'angoisse de prendre la mauvaise décision, l'angoisse de justement peut-être pouvoir le réserver ou l'angoisse d'être quelqu'un que je ne voudrais pas être. Parce que des fois, ça va, tu sais, quand ils vont travailler en psychothérapie, c'est ça qu'ils vont déconstruire un peu, c'est qu'il y a une peur d'être quelqu'un qui ne souhaiterait pas être. Par exemple, je veux pas jeter mon pot de yoga parce que je veux le réutiliser parce que je veux pas être quelqu'un qui pollue. Moi, je suis mm, quelqu'un d'écologique, donc je veux faire attention à ma planète. Et si je le mets au recyclage puis il n'est pas vraiment recyclé, mon pot de yogourt, bien, ça va avoir un impact, puis je n'aurais pas pris la bonne décision. Donc, moi, je veux tellement pas être quelqu'un qui pollue que je vais le conserver. Mais à un moment donné, c'est ça, c'est que là, ça devient que tout est conservé. Donc, c'est là, ça a un impact sur mon quotidien à moi. Tu sais. mhm. On arrive à la fin de la capsule. Avant qu'on se laisse, je te laisse savoir, Angélie, est-ce qu'il y aurait un message, une idée, quelque chose là, que tu aimerais communiquer à une personne qui visionne cette capsule-là? Qu'est-ce qui serait important? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on puisse retenir d'important ou de ne pas oublier? Oui, ben, une chose bien, bien importante que je vous ai pas dit, c'est que quand on travaille avec ces gens-là, faut pas travailler seul. Faut travailler de façon intersectorielle le plus possible. Même que ce soit de la famille ou des intervenants, il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur parce que oui, c'est une problématique de santé mentale, donc on peut accompagner la personne dans cette problématique-là, mais les conséquences touchent le logement. Donc, on doit aller chercher des gens qui vont nous aider à travers cette réalité-là, ces enjeux-là au niveau du logement. Si on faut qu'on fasse du désencombrement, on va avoir besoin d'aide aussi au niveau physique. Il va falloir sortir des objets à l'extérieur. Euh, donc, on a vraiment besoin d'aide. C'est une problématique aussi très complexe qui peut prendre énormément de temps à déconstruire. Donc, c'est vraiment un travail à très, très, très long terme. Donc, on ne peut pas travailler ça tout seul. Donc, aller chercher de l'aide, il y a plusieurs alliés là, qu'on peut aller chercher. Euh, Aussi, tu sais, je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est le côté là, de l'importance, en fait, de ne pas être dans le jugement par rapport à ces personnes-là. Euh, Parce que, veut pas, on voit les objets, on voit tout ça, c'est très impressionnant, puis on a envie de dire, ben voyons donc, t'en as ben trop. Mais quand on va là-dedans, on perd le lien, puis la personne se sent jugée, puis se referme, ferme les portes, puis ne fera pas de demande d'aide. Donc, il faut vraiment rester dans l'ouverture, dans le non-jugement. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à avoir un lien avec la personne. Et en étant plus conscient que c'est une problématique de santé mentale, que c'est quelque chose qui est souffrant à la base, ça va justement démontrer cette ouverture-là. Et plus les gens vont être conscients de ça, plus les gens qui souffrent de TAC vont avoir envie d'aller demander de l'aide parce que la réponse qu'ils vont recevoir va être beaucoup mieux adaptée. Ouais. Tu sais. Puis c'est ça qui arrive, c'est que les gens, quand ils ont fait des demandes d'aide, la plupart du temps, ben, la réponse c'était mal adaptée. On a souvent tendance à justement les obliger à sortir des choses, à faire du ménage.
quand c'est pas ça le travail qu'on devrait faire avec eux. Donc, ça fait qu'ils se sont refermés sur eux, puis ils font pas de demande d'aide. Ils vont faire des demandes d'aide des fois quand ils sont vraiment rendus au bout, où est-ce que là, le risque d'éviction il est imminent, où est-ce que là, j'ai perdu mon emploi, où est-ce que là, les conséquences sont vraiment plus graves. Là, ils vont demander de l'aide, mais souvent, ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils vivent avec un TAC. Et là, c'est la première fois qu'ils demandent de l'aide. Donc, on part de loin. Donc, Mm. on aimerait essayer de travailler en amont le plus possible, mais il faut commencer par savoir que ça existe, savoir que c'est une réelle problématique de santé mentale et qu'il y a de la souffrance derrière ça. Donc, on va l'adresser d'une meilleure façon. Oui. Je pense que je vous ai dit beaucoup de choses là, Oui, pour oui, la fin. de très bonnes. Oui, mais Des des bons choses points de- qui rassemblent. Oui, Anjuli, merci beaucoup là, de ton temps et tes connaissances que tu as partagées. Tu l'as mentionné au début, on verra le mettre peut-être dans les crédits de la capsule. Là. Tu offres de la formation également là-dessus. Ton organisation en offre. Fait que si jamais quelqu'un est intéressé à aller plus loin, ben, c'est toujours possible à ce niveau-là. oui, Fait absolument. que- Puis, dernière petite chose, peut-être aussi, quand je dis aller chercher de l'information, il y a le site Internet qui s'appelle www.accumulationcompulsive.com qui est, .ca, pardon, qui est super aussi pour ça, qui a écrit un guide de référence sur le TAC. Donc, c'est le seul guide là, aussi complet que ça qui se fait en français au Québec. Euh, donc, vous pouvez vous le procurer fait sur qu'il ce y a, site. C'est il y a- super intéressant. il y a de l'information qui existe, puis si on a besoin de conseils plus avisés, plus approfondis, ben, il y a des gens comme toi qui ont l'expertise pour ça. Oui, absolument. Parfait. Oui. Un gros merci. Fait que merci beaucoup pour la participation. À une prochaine.